Merci, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hugo Tullier, je travaille pour l'ADEME, alors plus particulièrement pour les directions régionales de l'ADEME du Grand Ouest, donc celles de Normandie, de Bretagne et de Pays-la-Loire. Alors, je vous proposais une conférence sur la décarbonation de l'industrie, les principaux leviers, les messages clés à avoir en tête, l'actualité des dispositifs de financement que l'ADEME et ses partenaires proposent. Et on aura aussi la chance d'avoir le témoignage en deuxième partie de M. Florent Bordier, gérant de la société Iltech, qui est spécialiste de l'inox. Alors, le contexte économique et géopolitique pourrait entraîner certaines entreprises à déprioriser la décarbonation de leur activité. Le prix du gaz a baissé momentanément et la compétitivité, le maintien de l'activité sont redevenus les priorités absolues. Or, dans ces temps difficiles, les entreprises qui réussiront demain, ce sont celles qui, aujourd'hui, se dotent d'une vision long terme, d'une stratégie de transition énergétique et bas carbone robuste et qui coopèrent avec leur chaîne de valeur. Alors, la preuve, nous avons accompagné des entreprises qui en témoignent. En Normandie, on a un fabricant de solutions de drainage des eaux qui a profité de sa nouvelle stratégie bas carbone pour concevoir pour la première fois une solution en lien étroit avec un client. Une autre société qui fabrique des polymères haute performance, elle a gagné des affaires, non pas parce qu'elle était moins chère, mais parce qu'elle a su se positionner comme prescripteur envers ses clients sur le choix de la matière adaptée, la moins carbonée. Et globalement, face aux risques physiques de rupture d'approvisionnement, les événements climatiques extrêmes, face aux risques liés à la transition, les évolutions du marché, les risques de réputation, la réglementation, je vais essayer de vous montrer différents chemins possibles pour les entreprises pour s'engager dans la transition écologique via plusieurs thématiques. Parce que l'ADEME, en effet, on est un opérateur de l'État sous tutelle de plusieurs ministères, même si le nom des ministères change beaucoup en ce moment. On adresse toutes les thématiques liées à la transition écologique, l'urbanisme, l'agriculture, les transports, bien sûr l'industrie. En gros, tout sauf l'eau, parce qu'il y a les agences de l'eau qui s'occupent de ça, et la biodiversité, parce qu'il y a notamment l'OFB, entre autres. Et on a deux missions. La première, c'est produire de l'expertise, donc s'appuyer sur la recherche scientifique pour écrire des rapports thématiques sur quels sont les bons usages de l'hydrogène ou comment réussir une transition juste, par exemple. Et on s'appuie sur cette expertise pour financer des projets qui permettent de réduire la pression sur les limites planétaires. Plusieurs acteurs, les collectivités, historiquement avec lesquelles on travaille beaucoup, mais de plus en plus, et c'est la majorité des financements qu'on apporte, aux entreprises, des projets d'entreprise. Pour finir l'introduction, j'ai envie de vous parler d'un travail, un exercice de prospective que l'ADEME a réalisé il y a quelques années. On est en train de la mettre à jour. Un exercice de prospective sur la neutralité carbone. C'est à quoi pourrait ressembler la société française qui aurait réussi sa transition bas carbone et atteint la neutralité carbone en 2050. Et on a réalisé 4 scénarios volontairement très contrastés pour montrer 4 chemins possibles. Alors, il y a plusieurs chemins, je vais tous les afficher jusqu'ici. Le scénario 1, en faisant un focus sur l'industrie, bien sûr. Le scénario 1, lui, il propose plutôt une évolution pilotée par la demande, où là, c'est les citoyens, les consommateurs qui font le choix de la sobriété, de produits locaux. Ça permet de préserver des chaînes de valeur locales, les circuits courts. Il y a la réutilisation, le réemploi qui sont très fortement développés et le Made in France est privilégié très fortement. Alors, le scénario 2, lui, qui s'appelle coopération territoriale, il est assez proche, mais il y a une évolution concertée de l'offre et de la demande, à la fois une baisse de la demande et des efforts guidés par les pouvoirs publics, les leviers d'efficacité, l'économie circulaire, les synergies territoriales sont poussés très fortement, et il y a certaines filières qu'on réindustrialise également. Dans ces deux premiers scénarios, qui sont plutôt pilotés par une baisse de la demande, on a en effet moins d'emballage, moins d'engrais et donc une réduction des volumes. Les deux scénarios suivants, les scénarios 3 et 4, sont assez différents et sont plutôt pilotés par l'offre. Alors le scénario numéro 3, la confiance dans le progrès technologique permet aux consommateurs d'être plus passifs et le consommateur se voit proposer des produits décarbonés sans modification de la demande. Et notamment pour l'industrie,
il y a des vecteurs énergétiques bas carbone qui sont disponibles en quantité, l'électricité, l'hydrogène. Le scénario 4 s'appelle Paris réparateur. L'idée, c'est de ne pas mettre de contraintes du tout sur la consommation et la demande, et c'est de faire un pari technique sur la capture et le carbone sur le stockage, la capture et le stockage de carbone. Donc il y a peu de décarbonation en dehors de cette capture de carbone. À noter que dans ces deux derniers scénarios, les scénarios 3 et 4, on poursuit la tendance d'aujourd'hui qui est que la dynamique de désindustrialisation. Voilà. On conserve des échanges globalisés. Alors, sans aller beaucoup plus loin, quel message clé à retenir de ces 4 scénarios possibles? Nous, on n'en met pas un en avant plus que l'autre. C'est vraiment, on propose des pistes de réflexion. Les messages clés à retenir, c'est que tous les scénarios vont voir la production industrielle diminuer en France pour des raisons un peu inéluctables. Il y a soit des raisons d'accès aux ressources et aux matières premières, soit des raisons sur certains marchés, par exemple l'interdiction des emballages plastiques à usage unique en 2040. Ça, forcément, sur ce marché-là, il y aura une baisse de la demande. Sur l'acier, par exemple, dans les véhicules, on observe une substitution acier-aluminium, donc forcément, la production d'acier pour les véhicules diminue. Donc voilà, il y a ce premier message clé, c'est un recul des niveaux de production anticipés, qui est variable, selon les scénarios, bien sûr. Le deuxième message clé, c'est que pour changer le modèle industriel, il y a plusieurs questions à se poser. Comment être plus compétitif? Comment produire plus propre face à des usines flambant neuves à l'étranger? Et comment faire accepter les impacts d'une réindustrialisation en France, avec le bruit, la pollution, etc. Pour tout ça, on a besoin de plans d'investissement bas carbone de grande ampleur pour l'industrie. Et la même chose, ça c'est dans tous les scénarios. Et le dernier message clé, c'est que c'est possible. C'est possible de décarboner l'industrie qui a un des secteurs qui a le plus décarboné. En tout cas, quand on regarde les émissions territoriales, ces 20-30 dernières années. Donc c'est possible. À noter quand même qu'entre les scénarios 1 et 2 et 3 et 4, c'est deux manières différentes. Il y a plutôt les deux premiers scénarios qui ont une approche modèle avec des produits de meilleure qualité, éco-conçus et une économie circulaire très forte, avec beaucoup de matériaux recyclés. Et ça permet de réindustrialiser profondément certains secteurs. Et les scénarios 3 et 4, eux, sont plus quantitatifs. Et l'idée, c'est de vraiment décarboner la production. Décarboner la production parce qu'une aciérie qui fonctionne au charbon, c'est obsolète. Une chimie qui s'appuie sur la raffinerie de pétrole, à terme, ça deviendra obsolète. Et on va devoir aller chercher de la biochimie. Globalement, dans tous ces secteurs, il faudra aller chercher les gisements d'efficacité énergétique et passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables ou à l'électrification. Voilà pour cette grosse introduction sur le contexte global de comment on voit les chemins possibles d'évolution de l'industrie en France. Et l'ADEME propose plusieurs manières aux entreprises, aux concitoyens de s'informer. On a la librairie ADEME qui recense toute notre expertise qu'on produit. Il y a des parcours de formation avec ADEME Academy qui permet d'aller plus loin sur toutes les thématiques liées à la transition écologique. Voilà. Et, très important, il y a le site Agir pour la transition écologique, .adem.fr, qui lui recense toutes nos aides techniques et financières. Et c'est sur ce dernier volet, c'est là qu'on va passer le reste de la présentation. Vous pouvez vous appuyer aussi sur ce site mission-transition-écologique.beta.gouv.fr. C'est une tentative réussie, je trouve, d'avoir un point d'entrée unique sur les aides à la transition écologique des entreprises. Vraiment, mission transition écologique sur un moteur de recherche, toutes les aides dont on va parler derrière, normalement, vous les retrouvez. Et à noter qu'à l'ADEME, on fonctionne par grandes thématiques. C'est-à-dire que n'hésitez pas à venir nous voir, nous appeler, nous solliciter, demander un rendez-vous. Et plus facilement, pour gagner du temps, vous pouvez identifier votre interlocuteur clé.
Alors ça, c'est les contacts en Pays de la Loire. S'il y en a qui sont dans d'autres régions, n'hésitez pas à venir me voir. Je peux donner les contacts dans d'autres régions. Donc les grandes thématiques, c'est l'énergie et la décarbonation, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, tout ce qui est plutôt recherche, développement, innovation, etc. Je la remettrai à la fin si jamais vous souhaitez noter des contacts. Alors, je vais prendre le temps de parcourir chacune des grandes thématiques de la transition écologique que nous, on adresse à l'ADEME, et en particulier à la direction régionale. La première, c'est l'adaptation au changement climatique. Alors, les entreprises qui se lancent dans une démarche d'adaptation au changement climatique, généralement, c'est celles qui ont déjà été touchées par des chocs climatiques sur leurs produits, leurs services, leurs chaînes logistiques ou leurs infrastructures. Certaines entreprises sont intrinsèquement exposées à ces risques et l'intègrent depuis toujours dans leur prise de décision. On peut passer à la SNCF. Forcément, quand il y a une tempête, les trains sont impactés, ou à Vinci. Mais pour d'autres, c'est souvent un événement marquant qui est à l'origine d'un passage à l'action. Alors, je vais citer quelques exemples. On a l'exemple d'Everest Isolation qui, dès 2003, lors de la canicule, a constaté un risque pour la santé de ses collaborateurs et du coup de l'absentéisme et beaucoup de turnover. Et ça l'a conduit à changer totalement l'organisation de son travail. Désormais, elle propose un aménagement des horaires de travail pour commencer plus tôt le matin et éviter des températures de 40-50 degrés sous les combles. C'est une entreprise qui fait de l'isolation. Elle propose aussi une prime de 20 € par jour pour les salariés qui acceptent de commencer dès 6 heures du matin. Et elle propose des gilets rafraîchissants individuels, des bracelets de contrôle de chaleur du corps pour éviter au maximum les défaillances, tout simplement. Une autre entreprise qui s'appelle Charles et Alice, elle, en 2017, il y a un arrêté préfectoral limitant les prélèvements de l'eau qui l'a fortement impacté. Et ça l'a fait prendre conscience du risque de rupture d'activité. Et elle a tout fait derrière pour réduire drastiquement sa consommation d'eau tout en augmentant son volume de production. Or pour ça, elle s'est appuyée sur des technologies de rupture que jusqu'à présent, elle n'avait pas du tout envisagées parce qu'elle pensait que c'était pas pertinent ou trop cher. Mais finalement, en regardant les rapports coût de l'action et coût de l'inaction, elle s'y retrouvée. Et ces exemples, c'est la réutilisation d'eau dans plusieurs process, l'aspersion, le refroidissement, le déploiement de 3 tours adiabatiques qui permettent drastiquement de se passer d'eau pour le refroidissement. Et elle s'est aussi lancée dans la géothermie, parce que la géothermie, ça permet de faire le chauffage l'hiver, mais aussi de rafraîchir en été. Or, tout ça par des aides financées par l'ADEME et l'Agence de l'eau. Ça lui a permis de réduire 70% de ses consommations, tout en triplant sa production sur la même période. Allez, un dernier exemple sur l'adaptation, c'est Pierre et Vacances, le groupe qui possède les Center Parks. Il y a eu une vague d'insatisfaction client en 2022 pendant la canicule. Et ça a persuadé les équipes opérationnelles de se mobiliser sur l'adaptation, équipes qui étaient parfois jusqu'ici difficiles un peu à mobiliser sur ces sujets. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une cartographie des risques sur tous les sites touristiques. Et par exemple, en montagne, c'est un groupe de travail réunissant les territoires de montagne, les opérateurs de loisirs, les acteurs de la station, pour penser quelle sera la montagne demain, quelle place du tourisme dans la montagne demain. Bref, quelle transformation du modèle actuel. Donc toutes ces démarches d'adaptation au changement climatique, on les soutient via des dispositifs de financement variés. La première étape, c'est souvent de comprendre ce qu'est l'adaptation au changement climatique. C'est quoi un risque ? Un risque, c'est un aléa fois une vulnérabilité. C'est quoi un aléa ? C'est quoi une vulnérabilité ? Quels sont les risques physiques ? Donc les risques liés aux événements climatiques extrêmes, les risques chroniques, les risques de transition. C'est savoir en quoi mon entreprise est contactée, quelles sont mes vulnérabilités. Donc, on a les ateliers d'adaptation au changement climatique qui sont une sorte de fresque pour découvrir le sujet de l'adaptation. Nos partenaires, donc notamment BPI, opèrent un diag adaptation qui est un peu un équivalent du bilan carbone, mais pour l'adaptation, et qu'on finance d'ailleurs de la même manière, qui permet d'avoir son premier diagnostic de vulnérabilité. On sait que les CCI en font également. Donc ça, c'est vraiment des premières étapes pour se lancer. Et plus loin, l'entreprise peut construire sa stratégie d'entreprise
en intégrant le prisme changement climatique et donc l'adaptation au changement climatique à terme également. Ce volet-là est en cours d'intégration. Et pour les entreprises très matures, on a aussi une méthode qui permet d'évaluer une stratégie d'adaptation. Voilà. Alors, c'est tout pour la thématique changement climatique. La deuxième thématique, c'est l'économie circulaire, ou plutôt les 4 R, réduire, réparer, réutiliser, recycler. On a un réseau de partenaires avec lesquels on travaille. En Pays de la Loire, il y a l'ADEC, l'association économie circulaire, qui est là cet après-midi, je crois. On a des formations du pôle éco-conception et on a des outils. La base empreinte que peut-être certaines d'entre vous connaissent. C'est une base qui permet de regrouper tous les facteurs d'émission et tous les indicateurs sur les différentes limites planétaires de toute une vaste gamme de produits. Et surtout, on a plusieurs dispositifs de financement, pareil, sur le même principe, avec un niveau de maturité croissant. Un DIAC éco-conception, toujours opéré par BPI, qui permet de former un référent éco-conception, faire une première ACV et lister les leviers, qu'on aide à 60-70%. Plus loin, des études de faisabilité d'éco-conception, où là, l'idée, c'est vraiment d'aller stimuler le process d'innovation de l'entreprise et de faire le développement technique, économique et commercial du produit, service ou procédé éco-conçu. Alors, éco-conçu, je le rappelle, l'éco-conception, c'est réduire les impacts environnementaux tout le long du cycle de vie. Et la dernière étape, bien sûr, c'est les aides à l'investissement, sur laquelle l'ADEME est très présente, avec soit des appels à projets, hors mat, pour le recyclage matière, capté pour les plastiques, les textiles. Et on a aussi des soutiens au financement, des soutiens d'aide à l'investissement ouverts au fil de l'eau. Allez, une autre thématique qui est liée à l'énergie cette fois. Là, on parle d'évolution du mix énergétique sur un site industriel, c'est-à-dire comment substituer les énergies fossiles, donc qui, quand on les brûle, émettent des émissions de gaz à effet de serre, sur mon site industriel. Alors, souvent, la première étape, quand on parle d'énergie, je pense que Horace vous l'a dit juste avant pour celles et ceux qui étaient là, la première étape, c'est la mesure, c'est mesurer. Donc, on a besoin, à un moment ou à un autre, de faire un audit énergétique en industrie pour faire un bilan des consommations, avoir des indicateurs de performance énergétique pertinents et avoir des préconisations sur les bonnes pratiques comportementales organisationnelles. Alors nous, les audits énergétiques, la réglementation a évolué récemment. Les entreprises qui consomment plus de 2,75 gigawattheures d'énergie finale par an, on ne peut plus les soutenir parce que c'est devenu réglementaire. Mais par contre, celles qui sont en dessous de ce seuil-là, on peut les aider si elles ne s'arrêtent pas à l'audit énergétique et qu'elles vont un chouïa plus loin et qu'elle accompagne ça par une étude d'opportunité mix énergétique qui est réalisée par des prestataires que nous, on a sélectionnés, référencés côté ADEME via le programme Pacte Industrie. Et ce programme Pacte Industrie permet de financer cette étude. L'idée, c'est de balayer d'un coup toutes les solutions de décarbonation de l'énergie qui sont pertinentes sur mon site. L'idée, c'est de savoir si, bon, bien sûr, si j'ai de la récupération de chaleur sur mon site que je pourrais valoriser en interne pour le chauffage de mes bâtiments, par exemple. Voire même s'il n'y a pas, sur ma zone d'activité, une synergie locale qu'on pourrait créer avec d'autres entreprises pour soit profiter de la chaleur fatale, soit se raccorder, moi, à un réseau de chaleur pour donner ma chaleur. Si j'ai toujours besoin de produire de la chaleur après ça, eh ben, quelles sources de production de chaleur sont pertinentes? Le solaire thermique, la géothermie, est-ce que ces solutions sont compatibles avec mes niveaux de température, avec mes procédés? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux envisager une chaufferie biomasse pour y répondre? Est-ce que j'ai des procédés que je pourrais électrifier? Et voire même aller envisager des solutions plus long terme, comme la pyrogazéification. Et tout ça, ça permet d'avoir une première feuille de route de décarbonation de l'énergie sur mon site industriel. Alors tout ça, c'est financé par le programme Pacte Industrie, qui est un programme C2E opéré par l'ADEME et la T2E. Et ça permet d'identifier quelles solutions sont pertinentes sur mon site industriel. Et une fois que j'ai identifié ça, nous, on finance derrière aussi également des études de faisabilité, où là, l'idée, c'est sur une solution technique déjà bien identifiée, aller dimensionner, vérifier finement la faisabilité technique et économique du projet. On peut aussi financer du coaching, ça c'est plutôt pour les DAF, pour les directeurs et directrices financiers. S'il y a besoin d'un soutien externe pour s'assurer d'articuler correctement les bons modes de financement.
s'assurer d'avoir un dérisquage du projet le plus précis possible. On peut apporter un soutien pour faire le montage financier du projet et on soutient. Et enfin, bien sûr, une fois que l'entreprise a un projet clair, précis, elle peut répondre soit aux appels à projets, soit aux aides à l'investissement ouvertes au fil de l'eau que propose l'ADEME. Alors là, il y a les appels à projets France 2030, le fonds chaleur de l'ADEME, les C2E, etc., etc. Et globalement, toutes les études préalables, on les finance entre 50 et 80% selon la taille de l'entreprise. Allez, j'arrive à la dernière thématique que je voulais traiter. C'est celle sur laquelle on va passer le plus de temps et c'est celle sur laquelle on aura un témoignage de l'entreprise Iltech. C'est, quand on parle d'énergie juste avant, on parle uniquement scope 1 et 2, catégorie 1 et 2 d'émissions de gaz à effet de serre. Mais une transition bas carbone, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est sur toute la chaîne de valeur, toutes les catégories d'émissions, donc y compris les intrants, y compris les émissions liées aux produits vendus, etc., etc. Et donc la dernière thématique qu'on traite, c'est construire sa stratégie d'entreprise en intégrant l'impact sur le climat et la vulnérabilité au changement climatique de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Alors c'est beaucoup plus vaste. La première étape, comme toujours, on l'a dit, c'est comme l'énergie, c'est faire la mesure de ces émissions de gaz à effet de serre. Et nous, on finance, c'est opéré par BPI, un DIAC décarbonation qui permet aux entreprises de moins de 500 salariés de réaliser leur premier bilan de gaz à effet de serre volontaire. Alors, on le finance à hauteur de 40%, il y a un reste à charge de 6 000 €. C'est pas négligeable, mais c'est la porte d'entrée absolument indispensable. Et ensuite, derrière, une fois que j'ai mon bilan carbone, je sais où sont mes émissions, j'ai un premier plan d'action court terme, mais souvent, il n'est pas à la hauteur des enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que demande mon secteur. Et l'entreprise se sent un peu perdue si elle s'arrête juste après un bilan carbone. Et nous, on a conçu une méthodologie qui s'appelle ACT pour Accelerate Climate Transition, qui est une méthode donc, conçue par l'ADEME, qui est une méthode internationale, qui s'impose aujourd'hui comme un standard sur la construction des stratégies bas carbone et d'un plan de transition ambitieux, crédible, solide. Et cette démarche que je vais détailler, elle permet facilement de réaliser les exercices de reporting qui sont demandés, donc les rapports de durabilité qui sont soit vous concernent directement, soit concernent les entreprises clientes, les grands groupes qui elles sont concernées soit par aujourd'hui la DPEF, soit demain la CSRD ou l'équivalent. Et pour les entreprises très matures, on a la déclinaison Acte Évaluation qui permet d'aller évaluer un plan de transition où elle en est. Alors, Acte Évaluation, c'est vraiment un outil qui se renforce aujourd'hui, qui est utilisé par exemple pour évaluer l'alignement climatique des entreprises dans le portefeuille des institutions financières. Donc c'est vraiment une manière d'avoir une évaluation crédible de son plan de transition. Alors globalement, ACT, l'idée c'est quoi? C'est face aux défis économiques. Donc la volatilité des marchés, la guerre commerciale, l'évolution des compétences liées à la transformation digitale, face au contexte environnemental tendu. Donc bien sûr les catastrophes climatiques, les risques juridiques, la demande des consommateurs, l'exigence des collaborateurs, face en plus aux risques politiques et à l'instabilité politique qui s'ajoute en France. L'idée de ACT, c'est d'apporter une boussole. C'est trouver la boussole qui permet de guider l'entreprise dans ce monde en rupture. C'est de pouvoir répondre aux clients donneurs d'ordre du luxe, de la grande distribution, de l'automobile, qui est ultra exigeant sur ses fournisseurs pour décarboner son scope 3. C'est de rassurer la banque, qui veut savoir si mon activité elle est menacée par des inondations, par des canicules, par des ruptures de chaîne d'approvisionnement ou pas. C'est de rassurer encore ma banque, pardon. Désolé. C'est de rassurer encore ma banque ou mes fonds d'investissement qui possèdent, par exemple, qui ont des actions sur le groupe auquel j'appartiens, qui se posent la question sur la pérennité de l'activité de l'entreprise et sur le caractère et qui sont challengés sur le caractère carboné de leurs activités également. Et enfin, c'est d'identifier bien sûr les opportunités offertes par la situation, se projeter vers des modèles d'affaires qui font plus sens demain.
Pour certaines entreprises, enfin, c'est aussi l'assurance d'être préparé aux critères environnementaux qu'il y aura dans tous les marchés publics dès 2026. Alors, Act, ça fait le lien avec plein d'autres initiatives qui sont liées de près ou de loin à la transition bas carbone. Alors, je l'ai dit, ça permet de faciliter grandement. Il y a un lien direct entre les livrables de Acte pas à pas et les exercices de reporting environnemental, donc CSRD ou la norme volontaire VSME qui sera mise en place pour les PME. Il y a la Banque de France qui note toutes les entreprises via un indicateur climat. Elle se base sur ce cadre méthodologique-là pour noter les entreprises. SBTI, c'est peut-être un mot qui évoque quelque chose chez certaines d'entre vous. C'est un tampon qui est demandé par beaucoup de grands groupes pour certifier les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et bien là où SBTI certifie l'objectif, met un tampon, Act, de manière beaucoup plus large, dit à l'entreprise comment elle peut y arriver. Et au cours de cette démarche Act, elle peut se faire certifier SBTI. Donc c'est tout à fait courant de faire les deux. Et enfin, mais ça, M. Portier en parlera tout à l'heure, il y a une complémentarité forte avec la Convention des entreprises pour le climat. Alors, Act, de manière un peu plus concrète, c'est quoi? C'est une méthode, des outils pour aider les entreprises à définir un plan de transition bas carbone. Et c'est un pouvoir transformatif assez fort, hein, parce qu'on réinterroge la stratégie de la boîte. La contrepartie, c'est que ça nécessite un investissement fort de la direction, forcément. Alors d'une part de la direction, où il faut aller à minima 3-4 jours de la part de la direction sur une année qui participe aux ateliers. Et il faut une vingtaine de jours de la personne qui va coordonner la démarche en interne, qui peut être sur les structures de data suffisantes, le ou la responsable RSE, mais qui peut être aussi toute personne intéressée, mobilisée par le sujet. Et il y a un soutien, bien sûr, absolument indispensable, d'un bureau d'études indépendant, expert, que nous, on a formé, encore une fois, qu'on a référencé. Et nous, on finance la prestation réalisée par ce bureau d'études entre 60 et 80% aujourd'hui, selon la taille de l'entreprise. Alors, Act, ça se déroule sur 5 étapes. Globalement, il y a une étape assez classique de positionnement initial. Donc, on reprend le bilan carbone, on regarde où en est l'entreprise aujourd'hui. L'idée de Act, pas à pas, c'est pas d'amener l'entreprise d'un niveau 1 à un niveau 10. L'idée, c'est d'amener d'un niveau N à un niveau N plus 1 ou N plus 2. C'est de la faire progresser, d'aller plus loin. Donc, on reprend où elle en est. La deuxième étape, c'est une étape, donc l'étape d'enjeux et défis, d'analyse de risque, de SWOT climat. On peut aller plus ou moins loin selon le sujet. Donc on va regarder les risques de transition, les risques physiques qui concernent mon entreprise, et on va garder ceux qui sont les plus critiques pour la suite. Et c'est bien sûr, notamment dans cette étape, qu'on peut intégrer l'adaptation au changement climatique quand on réfléchit aux vulnérabilités et aux opportunités qu'offrent les changements climatiques. L'étape d'après, c'est une étape de vision. Alors là, c'est vraiment quelle est la valeur utile de mon entreprise. Comment je peux imaginer à quoi pourrait ressembler mon entreprise qui aurait réussi sa transition bas carbone en 2050. C'est par exemple, est-ce que plutôt que de vendre uniquement du volume, je peux imaginer vendre du service dans une logique de coopération avec un client plutôt que de concurrence avec d'autres fournisseurs. Comment je peux tirer parti du mieux possible des compétences de mes salariés. Bref, comment j'adapte mon entreprise à un monde qui est en transition. Et ça, ça va interroger des nouvelles relations avec mes clients, avec mes fournisseurs. Ça va faire évoluer peut-être la gouvernance. On va peut-être tester une nouvelle gamme, en arrêter d'autres, etc., etc. Et après, on traduit cette vision en s'assurant bien sûr qu'elle permet une viabilité économique. C'est absolument indispensable. L'idée, c'est aussi de pouvoir en tirer un avantage concurrentiel. On traduit cette vision en une stratégie avec des grands piliers, des objectifs, une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre sur laquelle on se met d'accord. Et on regarde comment cette stratégie sera suivie dans mon entreprise, quelle gouvernance de suivi de la stratégie bas carbone je mets en place. L'idée, c'est simplement
pas que la stratégie existe sans qu'elle soit suivie et que, par exemple, à chaque codir, même 5 minutes, on prend le temps d'évoquer où on en est. C'est important. Et la grande plus-value aussi, c'est d'avoir un plan d'action qui est complet, chiffré, daté, piloté sur toutes les catégories d'émissions, tous les métiers de l'entreprise. Et tout ça, ça en fait une démarche qui fait de Act un outil anti-greenwashing, clairement. Parce qu'il y a tellement d'énergie et aussi de temps, c'est conséquent quand même l'investissement en temps, que derrière, vous ne pouvez pas être accusé de greenwashing si vous avez fait le travail sérieusement. Voilà. Alors, bon, ça, c'est un exemple à quoi peut ressembler un bon plan de transition, vraiment sur le plan théorique, qui serait parfait. Ce serait des objectifs à la fois en absolu, c'est-à-dire en émissions de gaz à effet de serre dans l'absolu, et en intensité d'émissions, donc rapportée à la tonne produite. C'est une évolution de la gouvernance, j'en ai parlé, avec un ordre du jour au CODIR, avec potentiellement des incitations financières et l'évolution des compétences pour les salariés. C'est avoir identifié la part de ses revenus qui est issue d'activités bas carbone, et à l'inverse, la part des revenus qui est soumis, ou en tout cas qui est sur des marchés qui sont carbonés. Mais je n'entre pas dans les détails. À noter également que cette démarche acte pas à pas, et le témoignage juste après en parlera, elle peut être soit suivie seule, soit dans le cadre d'une action collective. Alors, une action collective, c'est quoi? C'est je suis ma démarche individuelle avec le consultant classiquement, et en plus de ça, je me greffe dans un collectif qui peut être porté par soit une fédération sectorielle. Donc, par exemple, on a les fédérations de l'industrie agroalimentaire qui ont déjà lancé plusieurs promos. Soit une opération vraiment territoriale à l'échelle d'un ou deux EPCI, voire d'une région. On a par exemple produit en Bretagne. On a des actions territoriales en Normandie. Et on peut avoir également des actions collectives donneurs d'ordre, où là, c'est un donneur d'ordre qui embarque ses fournisseurs dans cette démarche acte pas à pas. Et nous, on finance ces actions collectives également. Alors maintenant, je vais demander à M. Bordier de me rejoindre parce que la société Iltech qui représente est en train de débuter cette démarche. Je vais peut-être prendre une question, ouais. Bonjour, merci. Avant de passer à la suite, là, j'aimerais revenir sur 2 points que vous avez montrés et qui m'intéressent. Je suis dans une démarche d'entrepreneuriat et je suis très sensible à ces considérations. Vous avez présenté 4 scénarios pour la transition écologique d'ici 2050. Je voudrais savoir si on peut les retrouver sur le net. Donc c'était l'adresse qui était indiquée, c'était transition2050.adm.fr. Oui, bien sûr. Les scénarios de transition 2050, donc l'exercice prospectif de à quoi pourrait ressembler la société française qui a réussi cette transition bas carbone, tout est public, tout est en libre accès. Vous tapez transition 2050 ADEME sur Internet. Il y a multitude d'infos et c'est vraiment intéressant à les checker. Il y a aussi une vidéo de 3 minutes qui présente ces scénarios. Donc je laisse la parole à M. Bordier. Bonjour. Pardon, vous avez une question de suivi, je crois. Pardon. Oui. Je vous la remets à la fin de la présentation, ça vous va? Comme ça, vous êtes obligé de rester avec moi. Bonjour à tous. Merci Hugo de m'avoir invité pour témoigner. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait des attentes trop élevées. Nous, on est au début du parcours, mais je remercie l'ADEME et Hugo de nous inviter pour témoigner parce que les outils qui ont été présentés sont absolument clés, sont devenus stratégiques pour nous. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Alors, je ne vais pas vous imposer une présentation de la société, juste quelques éléments qui sont importants pour comprendre notre parcours. Si vous avez des questions, on est juste là-bas. Vous pouvez venir discuter avec nous si vous le voulez. Mais la société, nous, on est une chaudronnerie très classique. On travaille l'inox. On est 70 personnes. On est petit. C'est important de le noter. Donc, un point important, les outils qui existent sont à disposition aussi des petites structures. Ce n'est pas que les grandes structures. Il n'y a pas besoin d'avoir un service RSE pour commencer la démarche. On est petit, on a 2 sites, un site en France et un site en Tunisie. Donc, on a des problématiques de transport, d'international.
Je vous montre juste quelques produits qu'on fabrique. On est dans le domaine pharmaceutique. On fabrique des pièces pour bateaux, du mobilier médical, que des trucs en inox. J'en vous en dis pas plus. Si ça ne vous parle pas, quelques photos. Voilà. Vous nous situez à peu près. Maintenant, notre parcours. Notre parcours, il a commencé, nous, en 2023, où Iltech a fait la Convention des entreprises pour le climat en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je ne sais pas qui connaît la CEC ici. Je voudrais juste en dire 2-3 mots. C'est une association organisée par plutôt des équipes jeunes qui ont des convictions assez profondes et qui entraînent des dirigeants de PME et d'entreprises dans une région ou dans un secteur et leur font faire un parcours sur 18 mois pour évoluer et intégrer complètement les enjeux de climat, les enjeux de transition écologique dans leur stratégie. C'est quelque chose qui est pour moi qui a été important dans notre parcours. Je conseille à ceux qui peuvent de le faire et je tiens à tirer mon chapeau à ceux qui l'organisent parce qu'ils sont vraiment remarquables. Cette feuille de route, on est arrivé en février 2024 avec, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, mais une vraie remise en cause de notre modèle. Parce que quelque part, l'équation qu'on doit tous résoudre d'un moment à un autre, c'est comment on fait pour avoir de la croissance, parce qu'une société qui n'a pas de croissance, c'est très compliqué. Comment on fait pour avoir de la croissance et quand même réduire notre impact et réduire notre empreinte. Cette question, chaque société y répond de manière différente. Chaque société est obligée de trouver un compromis qui est plus ou moins bon, mais doit trouver une ligne directrice. L'idée n'est pas de la partager ici, parce que ce n'est pas le sujet. Mais j'aimerais dire, en février 2024, on était arrivé à ce concept qu'on voulait mettre en place. Il se trouve aussi qu'en 2024, pour nous, les marchés se sont retournés. Parce que je ne vous cache pas que quand on a commencé cette démarche, on était dans un marché qui était plutôt porteur. Donc quand ça va bien, on voit plus loin, on réfléchit, on se dit tiens, on va se poser des questions sur 5, 10 ans. Quand le marché se retourne, l'horizon il se rapproche. On réfléchit à 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, mais on réfléchit beaucoup moins loin. Et pour nous, c'est poser une question de se dire, sous ce travail-là, qui est vraiment dans nos tripes aujourd'hui, est-ce qu'on le laisse de côté et on s'occupe du court terme et on avance, on verra ça plus tard? Ou est-ce qu'on essaye d'avancer même dans un climat qui est un petit peu difficile et qui est avec des vents contraires? Et le choix qu'on a fait, c'est de se dire, on y croit vraiment, et c'est justement quand les moments sont difficiles qu'il faut qu'on avance dessus, parce que sinon déjà ça veut dire que c'était juste un petit sujet qu'on avait mis sur le côté, puis qu'on reprendra quand il ira bien avec tout le monde. Et en fait, l'idée de dire, on va le mettre au cœur de notre stratégie, on va essayer d'en faire un avantage compétitif. C'est loin d'être gagné, mais c'est un peu l'idée directrice qu'on a. Par contre, on s'est dit ça, on va avoir du mal à le faire tout seul. On est petit, on a plein de contraintes, on a des horizons court terme et on va se faire aider. Et nous, l'aide on a eu la chance d'avoir, le programme dans lequel on a eu la chance de pouvoir rentrer, c'est l'accélérateur décarbonation. Donc c'est un programme organisé par la BPI avec l'ADEME. Et comme le disait Hugo, c'est un programme qui a vraiment deux pieds. Il y a un pied qui est collectif dans lequel on a sur 18 mois à peu près avec une vingtaine d'autres sociétés, des réunions, tout un travail de formation. Il y a des formateurs extérieurs qui viennent sur tous les sujets qui concernent la transition écologique, mais pas que. Et un travail individuel au niveau de la société avec un accompagnant qui vient et nous accompagne pendant 18 mois, plus sur la partie du déploiement de la démarche acte pas à pas. Nous, on n'en est pas au début, mais on est encore dans la phase, on est un peu rentré tard dans le programme, donc on court un petit peu pour rattraper nos collègues, mais on en est encore à cette étape-là. Juste en quelques mots, l'apport de l'accélérateur, parce qu'il est vraiment très important, et encore une fois, je conseille à tous ceux qui peuvent le faire, de le faire, soit l'accélérateur, soit une autre formule, mais de se faire aider par l'ADEME, parce qu'il y a quand même une richesse de travail qui est fait. Les outils, ils existent, il faut aller les chercher, il faut les utiliser. C'est une démarche structurée. Encore une fois, nous, on est petits, on avait à la sortie de la CEC un concept, une idée, une envie, mais difficulté de le structurer, de le transformer en un plan d'action un petit peu précis. La démarche acte pas à pas, pour nous, elle répond complètement à notre besoin. C'est structuré, on déroule un petit peu un rouleau compresseur et il y a des gens qui ont déjà travaillé sur la structure, les questions qu'il faut se poser. Ça ne remet pas en cause, comme je l'ai dit, on analyse l'existence, qu'expliquait Hugo. On redéfinit la stratégie et ensuite on la met en place et on la suit. Ce n'est pas incompatible avec le fait d'avoir déjà eu une réflexion profonde sur sa stratégie. On se la re-questionne, on n'arrive pas, on peut arriver avec une page blanche. Nous, on avait pas mal réfléchi, mais c'est bien aussi de se reposer la question sur la stratégie parce que parfois on avait un peu des idées préconçues. On est un peu obligé d'ajuster et puis d'être réaliste et de transformer les choses. Je tiens à le souligner, un accompagnement de qualité parce que c'est un peu
dans ces sujets-là, moi, quand on est encore une fois une petite structure, c'est un peu la jungle. Des consultants, il y en a partout. Et quand on choisit un consultant, c'est difficile parce que c'est un véritable engagement, pas que financier, on y passe beaucoup de temps. Si au bout de 6 mois, on s'aperçoit que le consultant, même si la personne est bien, nous convient pas tout à fait, c'est 6 mois qui sont perdus. La BPI, c'est un peu, et ADEME, c'est un peu un label de qualité. On sait qu'on sera accompagné par des personnes de qualité. Et ça se confirme à chaque intervention. Notre consultant est très bien. Voilà, on n'a pas cette peur de se dire est-ce qu'on a les bons accompagnements. Moi, j'apprécie le fait que ce soit sur, comme je disais, deux pivots, le pivot individuel et le pivot par groupe. C'est bien de temps en temps. Alors, c'est tous les 2 mois, 2 mois et demi. Pendant 2 jours, vous vous extrayez. Vous allez avec votre coordinateur à des sessions. Vous retournez à l'école pendant 2 jours. Et ça fait du bien. Pendant 2 jours, on coupe un petit peu du très court terme. On se repose des questions un petit peu plus long terme. On revient des 2 jours en se disant, mais il faut qu'on repense au long terme, et puis après on est réabsorbé par le court terme, mais on a cette piqûre de rappel tous les 2 mois, et ça c'est bien et c'est important. Dernier point, et j'insisterai là-dessus, je vais tout de suite y aller. Encore une fois, pour des sociétés de notre taille, si on veut vraiment être très réaliste, la seule viabilité possible, c'est qu'on arrive à faire de cette transformation un vrai avantage compétitif, qu'on arrive à le valoriser. On a des tailles aujourd'hui, on n'a pas des rentabilités suffisantes pour pouvoir se payer une action de transformation qu'on n'arrive pas à valoriser sur le marché. Parce que c'est beau d'avoir des convictions, si on ne les fait pas payer quelque part par le marché, ce n'est pas pérenne. Alors dans les périodes où ça va bien, oui, mais dans les périodes qui sont compliquées comme en ce moment, ça n'est pas pérenne. Et moi, je pense qu'avec l'aide de ces partenaires, on peut le valoriser sur le marché. Alors il y a plusieurs points. Le premier, comme le disait Hugo, c'est un peu des certificats qui sont valorisés par les clients. Vous pouvez avoir plein de démarches. Mais moi, j'étais surpris, acte pas à pas. On a des clients qui sont des grands groupes. Certains sont cotés en bourse. Acte pas à pas, ils connaissent. Et je ne vous cache pas que certains, quand on leur dit qu'on a commencé la démarche, ils nous regardent comme ça en disant, mais vous, avec votre taille, vous avez commencé ça ils sont un petit peu, parce qu'ils ont un peu l'habitude de nous faire des leçons quand même. Il faut dire les choses. Les grands groupes sont donneurs de leçons. Et donc ça, c'est pas désagréable, parce qu'on gagne un petit peu de pouvoir de négociation et c'est plutôt sympa. Donc on arrive à le valoriser. Et le dernier point, le point qui est très ambitieux, et je vous donne rendez-vous peut-être dans 18 mois, et si on n'y est pas arrivé, je ne reviendrai pas ici parce que j'aurais honte et je n'oserais pas le faire. Mais l'idée, pour le valoriser, si on veut aller à l'essentiel, c'est de se dire, bien accompagné, en étant une structure de taille modeste, on peut aller très vite sur le sujet et on peut essayer d'être meilleur que nos clients rapidement. Et ça, je pense qu'on peut le valoriser. Alors, on en discutait, pas nécessairement en augmentant le prix, parce que je pense qu'il y a des périodes où on peut augmenter les prix, et en ce moment, ce n'est pas une période où on peut augmenter les prix. Par contre, on peut augmenter une vraie intimité avec le client. Moi, je vois mes clients qui sont activement sur le sujet. Si on est en avance dessus, si on est convaincant, on travaille avec leur bureau d'études en amont. On est beaucoup plus proche. On n'intervient pas en fin de ligne et ils nous demandent un prix une fois qu'ils ont déjà tout décidé. Et cette valorisation-là, je pense qu'elle est possible. Encore une fois, c'est les mois à venir qui vont le démontrer. Elle n'est pas encore transformée, mais nous, on mise là-dessus parce que c'est la condition essentielle pour pouvoir pérenniser la transformation. Voilà, je continuerai à ça. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et encore, on est au K49 là-bas, si vous avez des... Merci. Merci beaucoup pour très inspirant témoignage. Mais globalement, c'est valable pour tout. Essayer de se rapprocher et d'insuffler un peu de coopération avec le reste de sa chaîne de valeur, ça marche pour tout. Ça marche. Pour moi, c'est un ingrédient indispensable. Si vous avez des questions, que ce soit pour la société Iltech ou pour l'ADEME, n'hésitez pas. Je remets la diapo comme promis sur les contacts ADEME. Pas de questions? Edouard? Bonjour, je suis Edouard de l'ADEME, Edouard Fourdrin. Merci pour le témoignage sur Acte Pas à Pas. Vous êtes au début de la démarche, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue et vos attentes. Vous avez insisté sur l'accompagnement des partenaires, l'accompagnement du bureau d'études. Vous êtes une petite PME. Comment vous êtes organisé aussi en interne? Est-ce que plus directement, c'est vous qui faites tout? Ou est-ce que vous avez réussi à embarquer aussi d'autres collaborateurs? Et si oui, comment? Alors, c'est une question intéressante. En termes d'organisation,
c'est clair que en tant que dirigeant, il faut insuffler l'envie d'y aller. Donc, j'y passe du temps. Ensuite, il y a une personne importante qui est le coordinateur qui était dans la CEC, le Planet Champion. Je ne sais pas si ça parle. Donc, on y va en général en binôme. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec moi sur ce sujet maintenant depuis 2 ans. Et ça, du coup, je suis très content pour la question. Au moment de la CEC, on avait commencé à constituer un groupe de travail, on est 30, et il y avait 10 personnes de la société qui étaient intéressées par le sujet. Et moi, ça fait un moment que je dirige comme ça une petite entreprise, et le nombre de fois où on arrive avec des initiatives ou des sujets où sincèrement les gens se disent bon, très bien, enfin, c'est encore une lubie de la direction, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Ce sujet-là était différent, ce sujet-là était vraiment intéressant parce qu'on avait eu dans l'atelier des gens d'horizons très différents, des jeunes, des plus âgés, des parcours très différents qui étaient vraiment intéressés par le sujet et qui étaient volontaires pour y participer. Là, on est un peu fautif. Comme je vous ai dit, il y a eu une espèce de creux après la CEC, avant qu'on se fasse de nouveau accompagner par l'accélérateur, où on n'a pas animé cette équipe. Donc là, on est dans la phase où on réanime cette équipe et on la remet un petit peu sur le plan d'action et sur les différents chantiers. Je laisse volontairement un blanc pour laisser le temps en question d'émerger. Merci déjà pour la présentation, très intéressant. Je voulais savoir aussi si l'ADEME accompagnait sur tout ce qui était, justement la levée des boucliers personnels. J'ai des projets en cours donc, par rapport à nos opérateurs sur une 12aine de sites en Europe. Et aujourd'hui, en fait, je suis confrontée à un problème d'acceptation parce qu'en fait, on demande aux personnes de changer leurs propres habitudes et j'ai du mal, c'est pas mon cœur de métier cette partie-là, et j'ai du mal à apporter cette idée de changement de façon positive aux personnes. Je voulais savoir si l'ADEME pouvait accompagner sur ce type de démarche ou pas. Donc accompagnement au changement, voire évolution des modes de vie. Édouard, tu compléteras, mais j'ai pas en tête de dispositif de financement qui permet d'avoir un accompagnement, que ce soit par une prestation externe ou en finançant du temps en interne. En revanche, les directions régionales de l'ADEME s'appuient sur une de nos actions, c'est aussi de financer d'autres acteurs qui s'occupent de thématiques qui ne sont pas traitées en propre par l'ADEME, mais du coup par des partenaires. En Pays de la Loire, je pense par exemple au Collège des transitions sociétales. C'est des acteurs vraiment experts sur la conduite du changement. Et on a tout aussi un catalogue de formations sur l'accompagnement au changement. Donc on a des ressources, on a des formations, mais on n'a pas de dispositif de financement.